Donc, bonjour, et puis donc merci de votre intérêt. Je vais vous présenter cette approche. Je mets un petit document qui va nous accompagner au long de cette présentation. Et donc, vous pouvez me confirmer que vous voyez quelque chose, c'est ça? Pauline, oui, Oui, je vois que... oui. Voilà, parfait. Donc, on a choisi de présenter cette approche avec un petit sous-titre qui dit Explorer la personnalité sans modèle de personnalité. Donc, en effet, ce que je vais essayer de défendre comme propos, comme idée directrice ce matin, c'est l'intérêt d'une approche qui va essayer de éviter le jeu des typologies, des cases au profit d'une expression, d'une découverte de l'autre dans sa richesse singulière et dans son langage. Donc, on va visiter cette approche. Un mot sur moi d'abord. Donc, moi, souvent, je commence par dire que je suis un vilain petit canard, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a mis longtemps à trouver à quel club il appartenait. Et donc, juste pour l'anecdote, donc moi j'ai fait l'ESSEC et très vite, en arrivant dans cette école, je me suis aperçu que j'avais le sentiment de ne pas être du tout à ma place et de ne pas et je ne comprenais pas pourquoi je ne partageais pas l'enthousiasme de mes camarades d'être dans cette aventure-là. Et je me suis inscrit en psychologie à la faculté sans pour autant y aller véritablement parce que je pense qu'à l'époque, j'avais pas suffisamment justement cette conscience de qui j'étais, de ce que je voulais faire pour donner voix à ce qui peut-être déjà poussait en moi. Et donc, j'ai fait une vingtaine d'années de communication, marketing, de accompagnement des processus d'innovation, euh, avant dans la quarantaine, me dire non mais finalement, la seule chose qui compte pour moi, c'est cet accompagnement de l'humain et de suivre à ce moment-là une double formation de coaching et puis également de psychothérapie analytique et corporelle. Donc, j'avais besoin d'aller, je dirais, dans la profondeur de l'humain. Voilà, donc un itinéraire qui m'a amené évidemment à me poser euh, assez tôt dans le coaching et dans la psychologie la question de trouver sa voie qui était tellement importante pour moi-même. Juste quelques repères. Donc, j'ai créé une approche qui s'appelle aujourd'hui Personnage Talent et qui est née en 2012 avec la création de l'Institut Aristote, parce que le premier nom de l'approche était Aristote. Et puis, j'ai écrit un livre, Et maintenant, que vais-je faire en 2022, sur cette question de trouver sa voie, de comprendre où on va, et on a changé le nom d'Institut pour Personnage Talent de façon à être un petit peu plus précis sur l'approche et sur sa logique, avec un nom peut-être moins ambitieux que celui d'Aristote. On ne se sentait pas de s'approprier toute la pensée d'Aristote. On trouvait que c'était peut-être un peu trop. Et donc, d'où ce changement en 2024. Alors, on en arrive à notre sujet. Donc, on va vous proposer quatre temps ce matin, un temps pas trop long sur l'approche, de présentation de l'approche. Puis, on va demander à Fabrice, qui est parmi vous et qui a vécu cette approche, de nous raconter un peu comment il se présente aujourd'hui avec l'aide des personnages talents, qu'est-ce qu'il en a appris, qu'est-ce qu'il en a compris, et puis faire un petit exercice d'exploration, une façon de s'ouvrir à cette expérience-là, et puis garder un temps de questions-réponses à la fin. Voilà, c'est le programme que je vous propose. Et puis, on en arrive à l'approche elle-même. Donc,
un petit mot sur Eudémonia. Donc peut-être quelques-uns d'entre vous connaissent cette notion de démonia, de démonisme. Donc euh, évidemment hérité de la philosophie grecque et notamment repris par Aristote, qui dit que vraiment le bonheur, c'est celui de l'eudémonia, la quête du bonheur, c'est l'eudémonia. Et on retrouve la racine grecque qu'on a dans euphonie, hein, c'est-à-dire c'est l'harmonie, c'est le, le bon. Et le démon, c'est le daimon grec, c'est-à-dire c'est le génie personnel, ce qui a donné démon en français, qui est devenu plutôt péjoratif, mais qui en grec est une notion tout à fait positive. Donc le démonia, c'est finalement l'harmonie avec son génie personnel, et donc ce bonheur, un bonheur de l'accomplissement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette quête du bonheur de l'accomplissement, donc finalement, va être finalement un bonheur qui passe nécessairement par une intelligence de soi et de sa personnalité, puisque on est en harmonie avec cette nature profonde de cet noyau de l'être. Et donc, évidemment, son développement et son déploiement supposent une bonne intelligence de soi. Et on retrouve dans la pensée d'une psychologie de l'accomplissement, on va retrouver bon, les philosophies comme le philosophe Aristote, mais on va voir Abraham Maslow. euh, on connaît la pyramide de Maslow, mais on connaît souvent moins la pensée de Maslow. Il faut savoir que la pyramide, d'ailleurs, n'était pas de Maslow, mais plutôt d'après Maslow, mais il y a quand même cette idée d'un chemin vers, vers l'épanouissement, vers la réalisation profonde de soi, qui est très au cœur de toute la psychologie d'Abraham Maslow. On va retrouver cette idée chez Frankl, mais Viktor Frankl, mais plutôt avec l'idée de trouver le sens profond, de donner du sens à sa vie et de s'aligner à ce sens. Et puis on a Carl Jung, dont on va parler un peu ce matin, qui est beaucoup sur ce chemin d'individuation, c'est-à-dire de réalisation personnelle, de réalisation de soi, qu'on retrouve aussi, qui est revendiqué aussi par la psychologie positive de Martin Seligman. Donc en fait, on va trouver ce courant de l'eudémonia dans tout un champ de la psychologie et du développement personnel, euh, qui est ce qui est intéressant, c'est pardon. Ce qui est intéressant, c'est que cette quête-là, c'est pas juste de vivre son trip, hein, c'est pas ça. C'est beaucoup plus exigeant que ça. C'est vraiment de développer avec une certaine exigence, une certaine ambition. On va retrouver l'idée de virtuosité, hein, c'est de déployer au plus grand son noyau de l'être et non pas simplement, en tout cas chez Aristote, on trouve bien cette idée d'une certaine exigence de ce déploiement de soi et d'une certaine responsabilité aussi. Alors, donc, je suis, je suis là. Et oui, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de réaliser que on a passé d'un modèle dominant de réussite du XXe siècle, qui était plutôt dans l'affirmation de soi, de réussir dans la vie, avec un peu ce processus de développement de si tu veux, tu peux. Hein, c'est-à-dire vraiment de partir de la volonté d'un objectif de réalisation et de le pousser par la volonté, par l'affirmation, et de réussir dans des réalisations extérieures. Donc de dire, voilà, je me suis fixé de gagner, d'avoir accumulé 1 million de dollars avant l'âge de 30 ans et par ma volonté et par le développement, par mon affirmation, je réussis. Et ce courant de pensée qu'on trouve dans le coaching, ben, avec le film Gourou, là, on a à nouveau ce courant très fort de si tu veux, tu peux, hein,
et ce courant à l'américaine, à la Tony Robbins, hein, de casser toute limite à cette volonté, d'aller au bout de cette volonté. Donc, il y a un modèle de réussite par la volonté et l'affirmation, à un modèle qui existe évidemment depuis très très longtemps, puisque il est dans la philosophie grecque, mais qui est redevenu très à l'honneur aujourd'hui, qui est plutôt avoir une bonne vie que de réussir dans la vie, et qui est plutôt dans l'individuation de devenir ce que je suis. Et on est plutôt dans un écosystème qu'un égosystème, puisque on dépasse la notion de comparaison avec l'autre au profit de chacun se réalise dans un écosystème, avec cette idée que le bonheur se trouve plus en soi-même, dans le bonheur de s'accomplir, la cohérence et le sens, que seulement dans la réalisation extérieure et le succès et le statut social et la richesse. Donc, on voit bien, aujourd'hui, on entend de plus en plus, hein, notamment dans les nouvelles générations, mais pas seulement, cette aspiration à une bonne vie et à cette eudémonia. On le trouve aussi en philosophie aujourd'hui avec Armut Rosa, mais avec beaucoup d'autres. Je ne vais pas développer ce point-là pour l'instant. Juste ce qui est amusant de savoir, c'est que le champ d'étude du bien-être démonique, c'est-à-dire du bonheur de l'eudémonia, est devenu un champ de recherche en psychologie assez important, avec beaucoup de publications. Et notamment, il y a eu une publication importante en 2095 d'un cahier du bien-être démonique. Mais donc, il y a tout un champ de recherche et il y a des possibilités. Sur notre site, on vous donne la possibilité de faire un test de votre bien-être démonique si vous voulez. Donc, euh, il y a un intérêt aujourd'hui à essayer de nommer quelle est la caractéristique de ce type de bien-être, de bonheur, par rapport à un bonheur plus hédoniste ou de... Voilà. Juste. Alors, on arrive à notre sujet du jour, c'est bien gentil de dire tout ça, mais quel chemin vers cette intelligence de soi et de sa personnalité, sachant qu'en effet, on a énormément d'outils qui existent et notamment d'outils typologiques. Donc, vous êtes très familier, j'imagine, de tous ces outils dont on parle, que ce soit le DISC, que ce soit le MBTI, que ce soit, je ne sais pas quoi, il y en a tellement que Ennéagramme, etc. Enfin, il y a toutes sortes d'outils qui vous proposent de cerner dans quelle case vous seriez, dans quelle couleur vous êtes, etc. Et donc, on va nous proposer ici une alternative, c'est-à-dire plutôt, et on s'inscrit dans la pensée, dans la perspective jungienne, c'est-à-dire vraiment d'affirmer que la personnalité ne serait pas une structure fixe à cataloguer, mais bien plutôt un système énergétique et dynamique en perpétuelle évolution. Donc, on est déjà forcément dans dans un autre type de façon d'aborder les choses, puisque on revendique qu'il n'y a pas de fixité, et surtout que c'est un système énergétique donc, et dynamique. Et puis, on invite non pas à s'identifier à un type en disant, bah oui, alors moi je suis rouge, donc je suis comme ci, comme ça, mais plutôt à développer une méta-perspective. Donc, euh, dans le langage des coachs, on va dire la position méta, d'être l'observateur méta de sa personnalité et d'intégrer les différentes facettes de soi dans cette position méta. Donc, nous, on s'inscrit évidemment dans cette logique-là, sans mépris aucun pour les approches typologiques, mais simplement en essayant d'ouvrir une autre voie euh, auquel personnellement je tiens beaucoup, de pouvoir aider la personne à aller à la rencontre de soi dans une individuation, vraiment dans sa singularité. Donc, cette notion de système énergétique nous amène à privilégier la compréhension de là où se déploie une énergie.
Donc, de comprendre dans notre vie, donc avec cette notion notamment de la psychologie positive de flow, où est-ce qu'il y a de l'énergie dans notre vie, où est-ce qu'il y a de l'élan, où est-ce qu'il y a de l'élan créateur, où est-ce qu'il y a de l'énergie, où est-ce qu'il y a de l'envie, avec souvent ce jeu de mots, hein, de l'écrire en deux parties, hein, je suis en vie, je vibre. Et donc, dans notre approche, la question d'aller comprendre où est-ce qu'il y a du flow, avec tous les outils possibles donc qu'on va lister tout à l'heure pour comprendre cet endroit de l'expression de l'énergie, c'est un critère qui est très simple à utiliser parce que dans un moment de coaching, on voit toujours parfaitement bien à quel moment une personne s'anime, à quel moment les yeux brillent, à quel moment il y a une mise en mouvement. Et donc, c'est un critère que l'on trouve très important, la question énergétique. Deuxième point, une citation de Carl Jung qu'on trouve très, très riche, c'est cette idée de métaperspective, de s'observer les différentes facettes de soi. Donc, celui qui sera capable d'une honnête introspection, d'établir une conversation entre les différentes parts de lui-même, conscientes et inconscientes, lumineuses et obscures, luttant en lui. Là, on voit bien la tension, hein, luttant en lui, se sentira de plus en plus proche dans ses actes et décisions de son être libre et authentique. Donc, c'est très intéressant parce que là, on voit bien que la question est d'identifier des parts de soi, parfois des parts très conscientes, d'autres un peu moins conscientes, un peu préconscientes, des parts très lumineuses et d'autres plus obscures, et l'idée qu'il y a une tension. Donc on est bien dans un système dynamique. Et euh, l'autre point, c'est qu'on a un peu une définition de qu'est-ce que c'est que le démonia. Ben, le démonia, c'est quand, en fait, on se sent de plus en plus proche de son être libre et authentique, on est bien avec lui et on sait prendre des décisions, on sait agir, on sait avancer dans ce contact avec son être libre et authentique. Donc voilà une citation qui est un peu repère pour nous dans cette approche. Donc, notre approche va être véritablement une tentative de réunir à la fois dans cette perspective de l'eudémonia, la psychologie jungienne d'un côté, avec des concepts comme celui de sous-personnalité, de facette, de dialogue, de soi, d'ombre, de préférence cognitive, d'individuation, mais aussi toutes ces notions d'énergie, de force, de flow, euh, et de fonctionnement en énergie, en réussite, que apporte la psychologie positive. Et enfin, je dirais, il y a deux autres notions qui nous intéressent, c'est la question du sens et de la quête de sens avec, avec la thérapie existentielle, le coaching existentiel. Et puis, un autre point que vous sentirez plus avec le témoignage de Fabrice, qui est l'approche narrative, c'est-à-dire la capacité de se raconter, non pas avec les termes imposés d'un modèle ou d'une typologie, mais avec ses propres mots, ses propres métaphores, donc de bâtir un récit de soi plus juste, euh, mais riche de ses propres paroles, de ses propres façons d'avoir envie de parler de soi. Hein. Donc, la méthode, ben, elle va consister très rapidement hein, à identifier ses forces, donc ses talents spécifiques chargés d'énergie qui se sont exprimés dans des moments d'énergie, d'identifier ses besoins et de comprendre qu'est-ce qui permet de renouveler son énergie. Donc, les besoins en tant que ce dont j'ai besoin pour mon écologie personnelle et mon renouvellement d'énergie, comprendre les aspirations, donc les aspirations profondes et non pas un simple liste de volontés comme pourrait le proposer, vous savez, l'exercice de la wish list ou de qu'est-ce que, mais vraiment d'aller plutôt saisir ce qui est beaucoup plus profond en termes de valeurs et d'aspiration et de construire cette représentation des facettes de soi que sont les personnages talents, une représentation claire, imagée, en plusieurs éléments, on va le voir tout à l'heure. Et puis, il va y avoir ce travail d'intégration dont parle Carl Jung, hein, c'est vraiment comment
c'est comment j'accepte et j'intègre ces différentes facettes de moi, dont certaines sont un peu moins conscientes et dont certaines sont plus obscures que lumineuses. Et enfin, de rentrer dans un processus de création de son futur, de son meilleur futur possible, de formuler une ambition, de créer des scénarios et de les mettre en œuvre. Hein. Ça, là, on rentre dans quelque chose d'assez classique dans le coaching. Donc, le premier temps, c'est découvrir ce qui nous met en mouvement. Donc, cette notion de flow de Mihaly Csikszentmihalyi, donc ces moments de grâce, de situation où je suis entièrement mobilisé dans quelque chose qui exige, qui est un peu un défi, qui me demande un certain dépassement et où je suis plein d'énergie. Donc, de comprendre dans ces moments-là qu'est-ce que j'exprime de moi, quels sont les talents que je mets en œuvre, les forces les aspirations liées à ces moments de flow. Donc, on passe par le corps, par l'énergie. Et puis, il y a cette notion de force qui est, dont l'idée assez géniale par rapport à la notion de compétence, c'est que non seulement je suis doué quand j'ai une force, donc j'ai une performance, mais également je suis en énergie. C'est ça le critère, c'est que l'usage de mes forces profondes me met en énergie et j'ai le sentiment d'être moi-même. Donc je suis bien dans mon diamond, je suis bien moi-même dans ce champ. Donc je prends un exemple. Moi, par exemple, je suis pas en énergie quand j'utilise Excel. C'est pas mon truc. Mais je me débrouille. J'ai fait très peu de progrès depuis 15 ans avec cet outil, ou 20 ans ou 30 d'ailleurs, je ne sais plus. Euh, en revanche, un de mes principaux clients, c'est KPMG, et j'accompagne des personnes pour qui cet outil et cette manière de jouer avec les chiffres, avec des formules, etc., est un immense piano avec lequel ils composent des symphonies et ils ont un talent incroyable pour lire ces tableaux avec une vitesse remarquable et ils le font en virtuose avec énormément de bonheur. Donc, vous voyez, on voit la grosse différence entre compétence et force. Hein. Et cette notion de force, je la trouve très intéressante dans cette perspective de comprendre où est-ce que je suis moi-même et donc qu'est-ce qui fait partie de ce noyau de l'être. Ben, si je comprends les forces qui m'animent, je vais avoir un matériel très intéressant pour comprendre ce noyau. Et donc, on va utiliser, nous, toutes sortes de ressources, c'est-à-dire qu'on va utiliser aussi bien des tests de force comme StrengthsFinder ou VIA, Value in Action, là, le test conçu par Martin Seligman, des gens de la psychologie positive. StrengthsFinder, c'est Gallup. Hein. Les analyses des moments de flow, des situations. Un récit de vie, mais un récit de vie centré sur quand est-ce que j'ai exprimé des éléments de moi-même depuis des jeux d'enfant jusqu'à aujourd'hui dans ma vie professionnelle ou paraprofessionnelle ou associative, etc. Où est-ce qu'il y a des élans, où est-ce qu'il y a de la richesse de production, du mouvement, de l'énergie. Et puis, on utilise également on appelle ça le 360 positif, c'est-à-dire on invite les personnes à poser des questions autour d'eux. Il y a deux questions. C'est qu'ils adressent à une dizaine, quinzaine de personnes, parfois plus, qui est quand est-ce que je t'ai marqué positivement? Peux-tu me rappeler quelle était la situation et les talents, les forces que tu voyais, les qualités que tu voyais en moi à ce moment-là? Alors, avec cet outil-là, on arrive à avoir une énorme moisson de forces d'expression, de verbatim, de mots-clés qui sont associés à cette énergie de vie que nous cherchons à traquer. Et on va les organiser en personnages talents, et je vais vous expliquer comment on le fait.
C'est-à-dire qu'on va essayer de les regrouper en ensemble cohérent de force, d'aspiration, de valeur, de réalisation. Vous allez avoir des exemples tout à l'heure. Et chaque ensemble va devenir une facette de soi qui va être nommée, décrite, illustrée sous la forme d'un personnage qui met à jour tout un pan de nous-mêmes. Euh, il, il y a souvent une dimension archétypale dans le personnage, mais nous, on ne propose pas de jeu d'archétypes préétablis. Donc, il y a évidemment euh, des archétypes qui affleurent. Donc, il va y avoir certains personnages qui sont plutôt du côté du guerrier, d'autres un peu plus du côté du roi, de la reine, d'autres un peu plus du côté de l'amant, du poète, etc. Donc, il va y avoir des archétypes, mais nous gardons bien de les nommer ou d'établir une bibliothèque d'archétypes parce que nous nous apercevons que les gens que nous accompagnons régulièrement inventent une figure archétypale très riche. Donc, si je vous donne un exemple, une personne qui disait, ben, moi, j'ai une Mary Poppins en moi qui est à la fois très cadrée et très créative et un peu faible. Alors, là, on voit bien que Mary Poppins intègre plusieurs dimensions et qu'elle va être très riche pour nommer donc les personnes vont trouver des métaphores, des noms, un langage qui leur appartient pour nommer cette facette. Nous avons constaté qu'en 5 à 8 personnages talents, les gens avaient le sentiment d'avoir cartographié les dimensions principales d'eux-mêmes et de pouvoir, d'avoir un sentiment d'avoir bien décrit ce noyau de l'être, hein, cette richesse personnelle. Euh, et vous verrez que ça forme un système dynamique, c'est-à-dire que ces facettes et leurs ombres, on va parler des ombres de ces facettes, forment un système vivant, en dialogue et sous tension. On va avoir un petit peu plus d'exemples pour comprendre ce que l'on fait. Donc, je vous donne un exemple. Donc là, euh, de manière très simplifiée, au bout d'un moment, on va avoir, par exemple, tout un jeu de post-it qui vont être le fruit de cette analyse de l'ensemble des forces. Là, il est assez simplifié parce qu'en fait, souvent, c'est encore plus que ça. On a vraiment euh, tout un paperboard de post-it dans tous les sens, de notes, voilà. Mais là, pour s'amuser, donc ça, c'est des post-it qui me décrivent un peu. Et on, on va chercher à regrouper. Donc là, par exemple, je vais dire, bah, la partie de moi qui sait écouter, accompagner, soutenir, accueillir, aller dans la profondeur, chercher du sens, stimuler, responsabiliser, faire granding, cette partie de moi qui s'intéressait au coaching, à la psychothérapie, à la psychologie jungienne et positive, cette partie de moi où il y a une certaine empathie, une forme d'humanité, où il y a un peu d'humour aussi, tiens, dans la façon d'accompagner, etc. Ben, je trouve qu'elle forme un tout cohérent, une part de moi que j'ai envie d'appeler le sage bienveillant, empathique, qui invite à la profondeur. Voilà, donc je fais ce choix parce que je trouve qu'il y a une cohérence dans cette facette et je la nomme. Et donc, je vais euh, lui donner un nom, chercher la valeur qui semble être sa valeur phare. Je vais regrouper les forces clés en trois grands thèmes de force. Je vais associer des réalisations de ma vie qui sont précisément que j'associe à cette facette de moi. Et là, j'en mets qu'un seul besoin ou plusieurs besoins liés à cette facette de moi. Je vais aussi lui mettre des images qui sont importantes pour moi, qui résonnent avec cette facette de moi. Donc, je vais avoir, au fond, un premier récit de cette facette de moi et je vais en identifier comme ça. Moi, j'en ai identifié sept dans, pour décrire qui je suis. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va associer à chaque personnage talent une ou plusieurs parts d'ombre. Donc là, à nouveau,
l'héritage jungien, hein. Il n'y a pas de lumière sans ombre, pas de totalité psychique sans imperfection. La vie nécessite pour son épanouissement non pas de la perfection, mais de la plénitude. Sans imperfection, il n'y a ni progression, ni ascension. Donc là, on retrouve tout à fait l'idée de Carl Jung d'ombre. Et je continue avec l'idée qu'il y a trois grandes manifestations de l'ombre dans nos personnages talents. Ça va être l'excès de force. On retrouve cette idée chez Aristote, hein. Euh, le danger par rapport à nos talents, à nos vertus, c'est de l'excès ou la déficience, pas assez, ou carrément l'opposition complète, ce qui est très troublant souvent quand on découvre qu'une part de nous-mêmes est carrément en totale opposition avec tout un aspect de nous. Donc, si je prends le sage bienveillant et empathique, bah, je vais avoir, par exemple, ça c'est un grand classique hein, chez les coachs, c'est l'ombre du sauveur, c'est-à-dire celui qui s'estime en devoir de sauver l'autre et qui, pour le faire, est capable à toutes sortes de manipulations, parce qu'il se sent ce devoir et cette capacité, quand bien même l'autre ne lui aurait rien demandé et qu'on n'est pas du tout, et qu'on est totalement incapable de le faire en plus. Mais donc, il y a cette ombre du sauveur. Et il y a une deuxième ombre qui peut être donc on voit l'excès, la déficience, l'opposition. Il y a une autre ombre bien connue du sage, c'est le gourou, hein, c'est le sujet du film dont on parle en ce moment, c'est-à-dire le, le besoin, l'envie de prendre un pouvoir sur l'autre, une emprise, parce qu'on a cette position d'accompagnement et d'en profiter. Donc la part d'ombre, c'est de dire, tiens, il y a peut-être en moi une part, alors que je me veux très bienveillant, très empathique, animé d'amour inconditionnel, je découvre qu'une part de moi a envie de prendre un pouvoir sur l'autre. Et c'est évidemment toujours terrifiant de découvrir ces ombres. Mais c'est ça qui est dans les exercices qu'on propose, d'aller essayer de comprendre avec la personne qu'on accompagne s'il y a des parts comme ça à nommer. Donc, je passe la parole à mon camarade Fabrice Très volontiers. et je te passerai, si tu veux, j'appuierai au fur et Oui, à mesure de ta demande. entendu. Mais merci beaucoup, Stéphane, et merci à chacune et chacun pour votre écoute. Je vais essayer de prendre une dizaine de minutes pour vous laisser bien sûr un temps d'échange ensuite. Beaucoup d'écho, et bon, je m'adresse à des ingénieurs coachs. Je vais évoquer ici, d'une part, le dialogue et la conversation qui permettent à chacune et chacun de faire émerger cet écosystème personnel. Et puis, sans modèle de personnalité, ou je pourrais dire avec tous les modèles que vous souhaitez apporter, et avec ce regard psychodynamique, à la fois subjectif, et puis qui tend peut-être vers une certaine objectivité de la conscience humaine. Et pour ça, c'est une démarche qui passe par de la conversation, peut-être pour limiter certains biais, et puis aussi du feedback, bien sûr, et notamment du feedback 360, et qui se base surtout sur du récit de vie. Au-delà de ce que je crois être, c'est qu'est-ce que j'ai vécu et qu'est-ce qui peut en émerger. En lien avec ça, alors moi je ferais volontiers le lien avec les approches culturelles du CTT, hein, Cultural Transformation Tools, la spirale dynamique, ou pourquoi pas Reinventing Organization, sur les différents niveaux de conscience qu'on pourrait envisager chacune et chacun. Mais l'enjeu c'est faire avec tout ce qui est là, et en lien avec du flow, c'est-à-dire les expériences vécues qui me connectent à mes forces. Alors, euh, tu peux passer, Stéphane, à mon mandala qui est réalisé avec PowerPoint, hein, le clin d'œil. Chacune et chacun fait avec ce qu'il aime, hein. Certains le font avec du dessin, des images, voilà, diverses façons de le faire. Et ce mandala, je vais le présenter en différentes étapes. Et puis juste après, il y a une représentation de mes différents personnages talents. Alors, euh, il m'a fallu quelques semaines d'émergence pour arriver à quelque chose. Et puis ça a été très rapide pour moi, ensuite pour le mettre en forme. Et je vais présenter les grandes parties de ce mandala. Mais en quelques mots, j'aime bien parler d'approche intégrative et puis avec une certaine vigilance justement sur ce que chacune et chacun apporte. J'aime bien dire, hein, tous les modèles sont faux, certains sont utiles. Donc moi, je suis passionné par la typologie jungienne, par la partie psychodynamique et je me suis inspiré de ce que je savais du MBTI, mais j'ai pu aussi intégrer, pourquoi pas, la process communication, de l'énéagramme et puis aussi des feedbacks que j'avais reçus. J'aime bien dire aussi, comme vous le savez, hein, la carte n'est pas le territoire.
Et puis, en s'inspirant de Jung, apprenez vos théories aussi bien que vous le pouvez, puis laissez-les de côté quand vous rentrez en contact avec le vivant miracle de l'âme humaine. Alors tout ça pour dire que on fait avec tout ça, et attention à l'effet Forer, l'effet Barnum, le fait que je peux avoir tendance à me reconnaître dans une description. Donc là, la démarche, c'est vraiment un contenant qui permet d'accueillir tout ce qui est important. Et au cœur, alors ce qui est proposé, c'est une formulation sous forme de haïku. Ici, en science et conscience, l'art d'épanouir cœur et âme, singulier pluriel. Ça peut sembler un peu mystérieux comme ça. Moi, ce sont des mots qui me parlent, à la fois la science, peut-être de l'ingénieur, la conscience des sciences humaines, l'épanouissement, à la fois tête, cœur et corps, et puis accueillir la diversité. Alors, symboliquement, moi, j'ai mis différents éléments qui correspondent à certaines énergies, et puis j'ai associé des valeurs. Les valeurs, elles sont au cœur de la démarche aussi, c'est ce qui nous met en mouvement. Et puis chacun des personnages est associé à des forces qui ont été mises en évidence dans le 360 et dans les différents outils présentés par Stéphane. Voilà, et quelques codes couleurs, mais là c'est très personnel, c'est moi qui les construit au fur et à mesure. Donc ce que je propose, c'est peut-être de passer sur chacun des personnages qui correspondent globalement aux 7 éléments que vous voyez sur les côtés. Alors 7, c'est ce sur quoi je suis arrivé. Je dirais que c'est MISI, c'est-à-dire mutuellement exclusif, collectivement exhaustif. J'ai constaté que globalement ils étaient tous là et ils ne se recoupaient pas. Donc mon guerrier marathonien qui s'engage et encourage pour atteindre chaque objectif en partageant une énergie de persévérance et d'humilité, moi ça me donne le sourire quand je le dis. Alors je dis humilité parce qu'il y a l'ombre associée, qui serait le barbare obstiné, euh, le côté persévérant qui souhaiterait aller trop loin. Et en même temps, je le connais bien ce personnage, puisque moi j'ai couru 15 marathons, je le vois, et quand j'ai des projets, c'est lui qui va me donner l'énergie. Donc une valeur d'engagement. Un personnage très différent qui vient dans la continuité, euh, que j'utilise peut-être au moment où je m'exprime avec vous, le prof animateur atypique, donc, qui aime partager ses connaissances, alors parfois avec beaucoup de détails, qui recherche de la clarté et qui s'anime dans la transmission. Alors j'assume le fait que les images qui sont présentées ici, elles ont été générées par IA avec Dali il y a un peu plus d'1 an maintenant. Euh, je dis j'assume parce que je suis attentif à l'empreinte écologique, mais ça fait peut-être appel à un autre personnage. Valeur de transmission pour ce personnage. Et attention à l'érudit arrogant qui se mettrait en position haute et qui peut arriver parfois. Donc je suis attentif à tout simplement l'accueillir et l'apprivoiser. En accueillant ce personnage, alors qui n'a pas l'air très sympathique comme ça, peut-être au premier regard, ce personnage est plutôt à l'intérieur, dans l'introversion, le scanner minutieux et vigilant, qui délivre avec exigence et minutie en disciple de l'excellence. Alors chaque mot est pesé, quand je les prononce, moi ça me parle, ça fait écho. Ça fait écho aussi à des feedbacks qui m'ont été renvoyés. Un personnage qui recherche la clarté. Alors la clarté, ça peut sembler idéaliste, mais c'est parfois aussi explicite et l'implicite. Le risque, et ça m'a été envoyé très souvent, c'est d'être un pinailleur, potentiellement psychorigide. Donc une autre ombre que j'essaie d'apprivoiser. Et là, comme l'a dit Stéphane, ça se trouve pas nécessairement dans des référentiels, c'est vraiment les mots que j'ai trouvés ou qui m'ont été envoyés. Et ça, en l'occurrence, depuis le début de ma scolarité. J'ai dit avec un sourire, ce qui arrivait peut-être plus tard dans ma vie, le personnage suivant, c'est mon sage, présent et serein qui sait être juste là, en silence. Alors, le mot que j'ai choisi pour cette année, c'est la justesse, et c'est un mot alors, qui est utilisé par Frédéric Laloux. Et ça me parle par rapport à cette notion d'ajustement, euh, recherche de la paix, mais c'est pas une paix naïve, c'est une paix à cultiver, et notamment dans l'instant, en étant attentif à pas chercher à projeter ça sur les autres, ou se déconnecter de la réalité avec cette ombre, l'ermite solitaire hors sol. Donc rester connecté aux autres. Et il y a un personnage qui m'aide à faire ça un peu plus loin. Alors celui-ci me donne le sourire et j'aime bien ce regard qui louche un petit peu, mais qui me montre cette énergie d'enthousiasme. C'est la valeur cœur. Alors est-ce que c'est une valeur? En tout cas, moi je l'ai retenu comme ça. C'est le mot-clé de la légèreté avec subtilité, en proposant des détours pleins d'humour, maniant le calembour, l'autodérision et le second degré. Un enfant libre et un joyeux sage. Alors il a lui aussi son ombre, euh, qui peut être l'ironique méprisant, c'est-à-dire utiliser l'humour comme une arme. Donc je suis attentif à cela. Et pour autant, c'est une autre énergie qui est là, qui finalement va, je pense, très bien équilibrer le guerrier marathonien, l'aider à relativiser, à accepter, à faire un pas de côté et faire preuve d'autodérision aussi. Et si je poursuis, il en reste deux, l'esthète sensible émerveillé. Alors c'est peut-être lui qui s'est amusé à générer ces images, qui surtout a travaillé sur PowerPoint plus haut pour réaliser ce mandala. Donc poétiser le monde, apporter un regard contemplatif, ouvert à la beauté et l'esthétique. Une valeur alors qui peut surprendre, mais moi c'est un mot qui me touche beaucoup, c'est la délicatesse. Bon, l'ombre sous-jacente, c'est l'hypersensible à fleur de peau, qui pourrait presque être susceptible et peut-être prendre à titre personnel des choses qui n'auraient rien à voir avec sa situation individuelle. Et enfin, mon alchimiste délire humain. Alors,
Certains savent peut-être que j'aime bien mettre les gens en relation. C'est quelque chose qui, voilà, me plaît beaucoup, très naturellement, euh, de façon désintéressée. Alors ça, c'est ce que je dis, c'est ce que je ressens. Peut-être qu'il y a un risque et une ombre, hein. Une des ombres, ça pourrait être le dépendant dégoulinant. Mais cette valeur de douceur, elle est vraiment dans la recherche de liens à entretenir, à tisser. Et vraiment, je reprends ce terme de façon désintéressée et clin d'œil à l'analyse fractionnelle, hein, dans l'intimité, en ayant dépassé les jeux psychologiques. Voilà, alors, je sais pas quel personnage me dit encore 3 minutes, Fabrice, et tu laisses la main. Non, tu disposes encore un peu de temps. Peut-être que si tu veux, c'est de montrer pourquoi pourquoi on dit que c'est dynamique et énergétique là, maintenant que tu as fait le tour de ces facettes, hein. Oui, alors dynamique, bah, pour moi, il y a les deux dimensions qui se rejoignent, à la fois la partie psychodynamique de la psyché humaine et la partie systémique de l'approche systémique, hein. Pour le coup, je peux dire que c'est un écosystème personnel, c'est-à-dire que les personnages se répondent entre eux. Quand je dis les personnages, c'est vraiment pour faire le lien avec le dialogue intérieur, hein. Différentes voix que j'ai en moi qui me connectent à la fois des besoins, des forces, des valeurs, des aspirations. Donc c'est pour ça que j'ai créé des liens, mais finalement tous pourraient être connectés entre eux, euh, euh, sachant que, alors, ça peut être utilisé en coaching, et en l'occurrence, je l'ai utilisé dans un accompagnement, puisque j'ai pu suivre un parcours avec Stéphane, et moi j'ai utilisé cette approche, je pense à un coaching en particulier, pour identifier en fait des angles morts. Et cet aspect systémique, c'est intéressant de voir l'aspect, je dirais, rétroaction euh, de ces différentes parties de soi. Alors, je suis pas un expert, moi, en dialogue intérieur ou en intelligence de soi, hein, qui est une autre approche euh, qui permet de faire émerger ces facettes. Mais ce qui est intéressant à partir du moment où une personne a fait émerger ses personnages, c'est qu'elle peut envisager une conversation intérieure et puis aussi envisager ce qui, à l'extérieur, dans les interactions, dans la communication, peut euh, euh, faire bouger finalement cette dynamique interne. Donc, identifier les manques, identifier les ombres qui sont touchées et rééquilibrer le système. Et quand je dis rééquilibrer, ça passe vraiment par de la conversation, hein. Ça peut être extrêmement informel et conversationnel. Euh, mais ça permet. Le terme de pacification, c'est très personnel, hein, c'est moi qui l'apporte, mais ça peut être aussi simplement un ajustement, un rééquilibrage. Donc, je te laisse me dire, Stéphane, si ça répond à ta question par rapport à l'aspect systémique. Mais pour moi, c'est Oui, vraiment le est-ce rééquilibrage. est-ce que quand tu as fait ce travail d'inventaire de tes facettes de toi, est-ce que il y a des personnages qui étaient un petit peu moins présents que d'autres dans ta vie? Est-ce que ça t'a amené à, à rééquilibrer ou à revoir ou à, je sais pas. Alors, en écho à ça, bon, avec Stéphane, on a exploré le lien, l'écho entre euh, l'approche personnage talent et puis la typologie jungienne, par exemple. Donc, pour moi, il y a certains personnages qui étaient bien connus puisque c'est mes fonctions dominantes et auxiliaires dans l'approche typologique. Pour ceux qui sont bilingues, c'est sensation introvertie et pensée extravertie. Ceux-là, je les connaissais bien, c'est le guerrier marathonien et le scanner minutieux et vigilant. Les autres pourraient correspondre, pourquoi pas, à la tertiaire et l'inférieure. Donc la tertiaire qui serait peut-être l'esthète sensible émerveillé, le sentiment introverti. Et puis l'inférieur, peut-être le comique, l'air de mine de rien, l'intuition extravertie. Mais typiquement, l'alchimiste délire humain, il est arrivé beaucoup plus tard, plutôt dans les feedbacks, en 360. Et puis le sage, présent et serein, pour moi, c'est un personnage qui est un peu méta, mais en même temps, il est souvent apparu dans ma vie. Typiquement, j'ai fait des retraites méditatives en silence. En même temps, je me suis dit, mais c'est pas juste la méditation, c'est autre chose. Donc, il y a cette émergence progressive. Et puis, dans ma façon, en fait, de partager, le prof animateur atypique est arrivé assez vite. Et en fait, c'est une partie de mon métier qui est là, en fil rouge, en filigrane. Euh, donc, finalement, c'est vraiment dans la conversation que ces personnages sont apparus. Et j'ai évoqué la notion de feedback, qui va peut-être corriger certains biais projectifs, hein. C'est ce que je raconte et ce qui est connecté à des vraies expériences de vie. Alors c'est peut-être un pléonasme, hein, mais ce qui correspond à une réalité, à différents moments de vie, à des expériences. Euh, et bien sûr, il y a une grande dimension subjective, et pour autant, tout ça peut être rattaché à différents modèles. Donc je dirais, l'approche générative et intégrative, elle permet d'accueillir tout le contenu dans des contenants qui vont être adaptés à chaque personne. Et est-ce que ce travail t'a permis des prises de conscience ou des orientations nouvelles du fait de cette vision plus peut-être complète, parce en reprenant une citation de Carl Jung, mieux vaut être complet que parfait. Est-ce que
Est-ce que ça t'a amené un supplément de complétude ou je sais pas, Oui. Ah, alors, j'ai mon scanner minutieux et vigilant qui aime bien l'exhaustivité. Et en fait, j'ai renoncé à cette exhaustivité en constatant que c'était un chemin dynamique, hein. J'aime bien parler d'une spirale qui va s'enrichir. Ça n'est que ma représentation personnelle et subjective de qui je suis, mais aussi mieux comprendre finalement ce qui fait écho chez d'autres ou pas. Euh, et j'aime bien aussi me dire que ça m'a permis en fait un ancrage, alors à la fois visuel, hein, typiquement, j'ai ce mandala imprimé qui me permet de garder à l'esprit ces 7 facettes, ce qui n'est pas forcément évident au-delà de 5 à 7 idées. Bon, certaines peuvent assez vite être oubliées. Comme moi, ça me permet de garder à l'esprit ces différentes parties avec à la fois un ancrage et puis euh, une mise en conscience d'éléments importants et peut-être plus d'ouverture à la différence chez les autres, euh, au-delà des différents modèles que je connaissais déjà. Est-ce que ça répond à ta question, Stéphane? Oui, tout à fait. Donc, bah, écoute, merci Fabrice, c'est vraiment un témoignage très complet, très riche, et puis tu as accepté le jeu de vraiment te mettre à nu presque, hein, de nous raconter tous ces aspects de toi et tes ombres avec beaucoup de franchise, de sincérité. Merci beaucoup. Et bah, j'ai envie de passer la parole à nos amis pour qu'ils posent leurs questions, soit par le chat, soit en direct. Je vais peut-être arrêter le partage, ça va être plus agréable de se voir. Voilà. Donc à vous le temps d'échange, de questions qui pourraient peut-être de réactions. Voilà. Ah, ça, non, j'ai oublié. Attends, je fais un oubli terrible. J'ai oublié que je vais vous proposer un petit exercice. Alors, c'est peut-être ça qui va plus vous amuser. Un exercice que je vous propose, euh, c'est de prendre, en fait, on va le faire en individuel compte tenu du temps, c'est de prendre quelques minutes pour que vous réfléchissiez à une facette de vous-même, que vous auriez identifié une ou deux facettes qui vous viendraient comme des évidences en ayant écouté le témoignage de Fabrice et puis l'exposé. Est-ce qu'il y a une facette de vous qui arrive comme euh, immédiatement? Comment vous auriez envie de l'appeler? Est-ce que donc je vais vous mettre les consignes dans le chat. J'espère que ça va bien fonctionner. Voilà. C'est-à-dire, donc, comment l'appeler? Qu'est-ce que ce seraient les forces de cette facette? Et qu'est-ce qu'elle a fait de marquant dans votre vie? Et éventuellement, quelle est sa valeur principale? Oubliez le dernier point parce que ça, c'est quand on est en tandem, mais c'est dire quel nom hein, on a envie de donner. Et je vous propose de prendre peut-être 3 minutes, 3, 4 minutes pour réfléchir à ça. Je vous mets 4 minutes, je les fais partir et vous réfléchissez à une, deux, ou même peut-être trois facettes saillantes de vous-même qui raconteraient une part de vous-même.
Encore une minute. Si vous en avez déjà découvert un, deux, trois, vous pouvez continuer. Voilà, donc comme ça, vous avez peut-être commencé à jouer un peu avec cette idée et cette façon d'approcher. Euh, je suis intéressé d'avoir peut-être Michel, euh, Michel a fait un commentaire que je trouve intéressant. Je connais pas les schémas précoces inadaptés et donc peut-être Michel, je me permets de te tutoyer. Peut-être que tu veux commenter ton commentaire, si j'ose dire. C'est une approche qui est issue c'est une approche qui est issue du cognitif, des approches cognitives, et qui a été développée par Michael Jung, euh, mais Jung, une autre écriture, enfin Jung comme Oui, jeune, oui, oui. et qui consiste à définir 18 dimensions qui sont des schémas précoces inadaptés, c'est-à-dire des patterns qui se forment dans l'enfance en réponse voilà, aux situations et qui, comme ils sont formés dans l'enfance, ils sont évidemment inadaptés, mais ils sont très solidement ancrés dans notre système cognitif, parce qu'en fait, ce sont des paquets de neurones interconnectés, et pour arriver à les déconnecter ou les désintriquer, c'est tout un boulot. Alors moi, par exemple, j'en ai plusieurs qui sont, par exemple, euh, j'en ai un qui s'appelle l'idéo exigeant élevé, dont je ne vais pas vous faire le film, hein, mais l'idéo exigeant élevé, ça me conduit à une certaine manière d'envisager mes objectifs. J'ai surcontrôle inhibition, j'ai droit personnel exagéré, j'ai isolement, etc. Donc, si vous Ok, voulez, immédiatement, si tu veux, quand tu as posé ton truc, je me suis trouvé 7 personnages ok. dans la seconde. Ben, Et c'est d'ailleurs, intéressant. Si tu me permets, Michel, je trouve ça très intéressant parce que là, tu pars des ombres, en fait, ce que nous, on va appeler des ombres. C'est-à-dire que les schémas, ces schémas précoces inadaptés vont faire surgir des ombres, en fait, hein, des fonctionnements. Et alors, c'est intéressant parce que nous, on va plutôt chercher les schémas précoces de réussite et d'expression de soi, mais ça revient au même, en fait. bah, C'est-à-dire que ça revient toutefois, au même parce qu'on peut rentrer par l'ombre et arriver aux forces qui sont liées à cette part d'ombre. On peut rentrer par la partie lumineuse et forte et aller explorer les ombres. Donc c'est intéressant parce que au fond ça revient au même et ce que tu dis c'est qu'au fond ça t'a permis tout de suite de faire émerger des idées. oui, dans ton exercice, ça a été dans la seconde. D'ailleurs, Fabrice, qui avait suivi ma formation de superviseur, a été initié, je dirais, Mhm. l'approche des schémas et peut en dire quelques mots en comparaison avec l'autre, qui est celle des personnages. Bon, peut-être tu peux en Oui, parler.
en tant Bah, que... alors, je me retrouve dans certains, d'ailleurs, pour le coup, j'ai à la fois mon mandala affiché d'un côté de mon bureau et puis les schémas à côté, pour ceux dans lesquels je me suis complètement reconnu et une approche qui me semble assez comparable, même si une approche très thérapeutique, TCC, avec les schémas précoces inadaptés. Mais typiquement, les idéaux exigeants élevés, je les ai bien retrouvés. Euh, de mon point de vue, il y a un choix de formulation, mais je pense que c'est une très bonne porte d'entrée, effectivement, ces schémas qui correspondent vraiment à des expériences de vie entre innés et acquis, et qui, je pense, peut être transformés en force. Je pense que c'est clairement une étape très puissante sur le chemin. Et Michel, je trouve que ce lien est tout à fait pertinent. Euh, et d'ailleurs, Je réinvente ma vie, hein, qui est un des ouvrages que j'ai mis dans le chat, qui est basé sur la thérapie des schémas, va vraiment dans ce sens. Qu'est-ce que j'en fais Mm, finalement? Sachant que bon, ils disparaîtront sans doute pas complètement, mais comment est-ce que je les rencontre et comment est-ce que je les transforme? exactement. Alors, on peut faire le lien avec la question de Claude, c'est-à-dire que Claude Andrieux revient sur l'idée de pratique narrative. Et en effet, ce qui est intéressant dans les pratiques narratives, c'est le soin apporté à faire émerger un discours de la personne avec ses mots. Donc, en effet, quand on utilise des typologies ou des outils, on va avoir des mots imposés. Donc, l'exigeant, je sais pas quoi, etc. Et la personne va peut-être dire, non, non, moi, je suis pas exigeante, je suis idéaliste, je sais pas quoi. Donc, elle va avoir des mots et choisir des mots pour parler d'elle-même qui vont lui sembler plus justes. Et donc, c'est ça qu'on essaye de préserver toujours. C'est-à-dire, j'ai toujours cet exemple en tête, personne qui met de toute évidence, vous semblez très créative. Et puis elle dit non, j'aime pas le mot créatif, moi je préfère ingénieux. Ok, d'accord. Donc, et pourquoi tu préfères ingénieux? Parce que nanana. Donc il va y avoir cette dimension narrative de choix des mots, etc. Dans la question de Claude, il est intéressant parce qu'il dit, mais il est pertinent de faire intervenir des témoins pour faire émerger des facettes. Et en effet, c'est tout le but du 360, c'est de choisir des témoins autour de soi, de les contacter en leur disant, qu'est-ce que tu penses? À quel moment tu as vu des situations où s'exprimait une part de moi? Donc, on peut le faire à ce moment-là et on peut aussi choisir dans le processus, à un moment donné, d'inviter un témoin extérieur dans une session de coaching. C'est quelque chose qu'on a exploré aussi. Et donc, en effet, l'entourage est extrêmement important puisqu'il nous apporte un regard un regard parfois bienveillant et surtout il est utile quand il est non complaisant. Hein, c'est le regard bienveillant non complaisant. Euh, oui, Claude, tu veux ajouter entourage égale club de vie en narrative. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire. Explique peut-être cette notion. Ben, dans les pratiques narratives, que ce soit au travers d'outils comme l'arbre de vie, avec certaines ressemblances avec le 360, là, ce qu'on nomme les témoins qui ont une utilité, qui représentent des valeurs, qui soient réelles ou imaginaires, s'appelle le club de vie. Ok, Ça peut même pour les enfants, il y a souvent des super-héros. Pour les adultes, il peut y en avoir aussi, c'est pas interdit. Et donc, c'est des représentations qui vont derrière à ce que ces témoins dire ou signifier au regard de la personnalité et de ses valeurs. Donc, c'est d'accord. l'interaction à l'externe. C'est-à-dire que j'ai bien compris qu'il y a, là, on est bien sur un dialogue intérieur, hein. N'empêche que la relation autrui et les interfaces, ben, c'est l'aspect systémique, est beaucoup plus puissant pour faire émerger des choses et les révéler. Que ce soit ombre ou lumière, peu importe, hein, qu'on ne s'avoue pas soi-même. Je ne sais pas si Fabrice, quand il a fait son job, il a tout fait sortir de lui ou bien il est allé chercher ailleurs, quoi. Ouais, vraiment, en deux mots, il y a beaucoup de choses qui viennent aussi d'ailleurs. Je parlais de biais ou d'angle mort. Et c'est tout l'intérêt de l'accompagnement, le fait de le faire seul, je pense, va laisser de côté certains éléments. Alors après, j'évoquais une approche intégrative parce que j'ai aussi récupéré tout le matériau que j'avais déjà. Mais Stéphane montrait des post-it virtuels, il y a eu aussi plein de post-it physiques en disant, tiens, Fabrice, là j'entends ça, qu'est-ce que t'en fais? Et ce matériau, ensuite, il est malaxé, il est trié, et j'ai vérifié, et on a vérifié que tout rentrait, entre guillemets, à l'intérieur. Après, il y a une approche d'épure, de tri et de formulation. Mais effectivement, Claude, il y a beaucoup de choses qui sont renvoyées aussi par les autres. Positivement et moins positivement. Typiquement, est-ce que ça serait pas une ombre? Et
Et c'est le rôle du coach, du praticien personnage talent, que de favoriser des prises de conscience, d'interroger, d'inviter à visiter des angles morts ou d'inviter à prendre conscience de certaines choses. Je donne un exemple récent qui m'a beaucoup frappé. Donc, c'est un monsieur que je rencontre donc au tout début, je lui demande un récit de vie et il me dit, bon, bah, pendant mon année de seconde, c'était un peu la catastrophe. J'ai redoublé, c'était un échec. Bon, j'étais étonné parce que cette personne est assez brillante et très investie dans plein de domaines. Donc je me disais, c'est bizarre cette année de seconde. Moi, il y a bien sûr l'adolescence, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, oh, bah, je me suis passionné pour le baby-foot. Et j'ai fait du baby-foot toute l'année. Ah bon, d'accord. Et oui, on a formé un tandem avec un autre monsieur, puis on est devenu champion de notre département en baby-foot. Ah oui, et c'était tellement prenant que je passais des heures à le faire, et donc parfois je ratais le bus qui ramenait chez moi, chez mes parents, et j'étais obligé de rentrer à pied en traversant la forêt de Montmorency, je sais pas quoi, machin. Et donc, je découvre, en fait, au fur et à mesure du questionnement, que cette année, loin d'être une année d'échec, était l'année d'un épanouissement extraordinaire en devenant un virtuose du baby-foot. Et cet homme pour qui le geste est très, très important, qui est sa sœur est violoniste, lui-même, il est violoniste semi-professionnel, etc. On découvre que c'était un an consacré à devenir le virtuose d'un geste, le geste du baby-foot, en tandem avec un autre, et que cette année était donc extrêmement riche en termes d'expression de ce noyau de lettres de cet homme. Donc, vous voyez qu'en récit premier niveau, la personne nous amène j'ai raté ma seconde, et que quand on le questionne avec ce prisme, où est-ce qu'il y a de l'énergie, où est-ce qu'il y a de l'élan, où est-ce qu'il y a de l'envie, on découvre tout autre chose, c'est-à-dire qu'on découvre une pépite de la vie de cette personne extrêmement riche et importante. Voilà. Donc, en effet, l'accompagnement va aider aussi. Euh, donc, on est nous-mêmes un peu le témoin extérieur, bienveillant et sans complaisance, qui vient interroger un peu cette vie et ces émergences. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions? Est-ce que il y a eu une source sur les schémas, schéma coaching, d'accord, par Yann McCormick. Là aussi, je connais pas non plus, mais il y a tellement de choses qui sont. C'est tout un courant qui vient de Nouvelle-Zélande d'ailleurs, qui se développe aux États-Unis en passant par l'Asie, d'utiliser massivement les schémas pour faire du coaching. Ça progresse bien. Et, enfin, moi, je prends beaucoup de mes sources à l'extérieur de la France, hein, donc je ne sais pas si vous avez remarqué dans les commentaires. Et il se passe des trucs très très intéressants dans le monde. Bah, les pratiques narratives sont nées en Nouvelle-Zélande et en Australie. Ouais. Exactement. Euh, d'autres. Alors, est-ce que l'exercice vous a ouvert quelque chose? Vous avez ressenti découvert? Est-ce que quelqu'un veut parler de ce qu'il a? Alors, je m'aperçois qu'il est 10h02 et que peut-être je laisse la parole à Pauline parce que peut-être qu'il faut conclure maintenant. Je propose qu'on se donne peut-être encore quelques minutes, 5 minutes max pour finir, atterrir. Mais en tout cas, un grand merci Stéphane et Fabrice aussi pour ton témoignage et puis pour toutes les ressources partagées. C'était vraiment enrichissant. Moi, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui a dû partir un peu en avant. Ce qu'il m'a dit, c'était vraiment intéressant et ça m'ouvre des perspectives. Voilà, je ne sais pas lesquelles, mais en tout cas, ça a ouvert des perspectives. Merci, Pauline. Je vous ai mis dans le chat ceux qui auraient envie de me contacter. J'ai mis un lien mail et j'ai mis le site Personnage Talent et j'ai mis aussi un lien vers ceux qui seraient intéressés. On a des formations à destination des coachs et donc j'ai mis aussi le lien qui décrit la formation. Donc, voilà. Euh, C'était la minute de publicité.
Mais est-ce que vous avez envie, puisqu'on a encore une minute ou deux ou trois, de faire un commentaire ou de partager votre petite expérience de visite de personnage? Alors évidemment, on a cet exposé, il est un peu au pas de charge, hein. Vous avez compris que c'est une expérience riche et hein, les accompagnements, ça dure souvent 18 heures, donc enfin 9 sessions de 2 heures. Donc on vous résume ça de manière très 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 rapide pour vous donner un petit goût, un avant-goût. Mais il y a aussi toute la question de l'émergence de ces personnages, de l'accompagnement de cette émergence, d'aider la personne à sculpter chaque facette, à, à, à la nommer, à l'enrichir, à se l'approprier à un niveau, je dirais, à la fois rationnel et un peu symbolique et narratif. Donc, il y a accompagner tout ce processus-là. Et puis, tout ce processus d'intégration d'analyse dynamique. Donc, quelles sont les facettes qui ont été surjouées, sous-jouées, quelles sont les ombres sur lesquelles il faut être le plus vigilant. Donc, il y a tout cet aspect analyse dynamique. Et nous, on met les personnages autour d'une table. Les gens font parler les personnages tour à tour, soit sur leur projet de vie, soit tout simplement pour prendre conscience des jeux de tension entre évidemment des personnages qui ont été extrêmement joués parce qu'ils sont très bankable et qu'on les a favorisés dans notre vie professionnelle. Fabrice parlait du marathonien, ben, c'est bien vu hein, d'être un guerrier marathonien, ça, on est le monde socio-professionnel l'apprécie beaucoup, ce genre de personnage. Mais quand vous parlez de votre personnage de poète, c'est plus complexe de le faire passer. Ou, voilà. Donc, c'est tous ces aspects-là. On a été un petit peu rapide, mais voilà, je voulais juste vous dire encore un mot. Euh, donc, oui, Claude, salut. En effet, c'est une méthode très narrative et on a travaillé l'année dernière avec Dina Scherer et on s'est reconnu. Elle est venue animer avec nous le séminaire annuel de nos praticiens personnages talents. Et on s'est tombé dans les bras parce que on est dans la même famille, hein, c'est-à-dire de faire émerger un récit riche, personnel, multiple, pluriel de soi. Donc oui, on est très très proche. Voilà, prendre un café avec tous ces personnages talents, c'est ça, absolument. Euh, la richesse de notre pluralité, d'être polyphonique. Donc Anne qui dit j'ai identifié deux personnages évidents. Donc ça c'est souvent, on commence souvent par trouver les évidences. C'est-à-dire quand très, très souvent dans ce processus, il y a un, deux, trois personnages parfois qui nous ont valu des surnoms, etc. Et qu'on identifie très rapidement. Voilà. Oui, tu as mis le lien vers le livre, en effet, c'était une bonne idée, merci Fabrice, dont j'ai écorché le nom tout à l'heure, pardon Fabrice, d'avoir fait une faute d'orthographe sur ton nom. Euh, Bah donc oui, on se souhaite tous un bon café pour redémarrer la journée. Un grand merci à Pauline et à votre groupe de nous avoir accueillis. Vraiment, c'est très, très sympa de pouvoir partager avec d'autres coachs notre expérience. Pauline, je te laisse le soin de, de, de finir. Ben, merci vraiment Stéphane pour ton partage avec beaucoup de générosité. On sent la passion que tu as mis voilà, dans ta recherche, dans ton approche. Et voilà, je crois que c'est une plénière qui a beaucoup plu sur voilà, la pluralité des approches, cette petite expérience où en effet, en tout cas, moi j'ai pu voir quelques évidences et puis par le témoignage de Fabrice aussi de voir à quel point effectivement c'est à la fois a priori fidèle et aussi que ça demande enfin, de la densité dans l'approche. Donc merci beaucoup pour ça. C'est une super manière de commencer la semaine. Merci Pauline. Bonne journée à Merci à toutes et tous. tous. C'est un bon lundi et Merci. puis Merci beaucoup. on se retrouve bientôt pour une prochaine plénière. Merci N'hésitez beaucoup. pas à me contacter si vous avez besoin.
À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Bonne Bonne journée, belle semaine. semaine.